bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser ce match-là. Maroc-Haïti, top, flop, comment on a trouvé les joueurs, comment on a trouvé la performance globale. Et aussi une petite projection sur les 16e de finale contre soit la Hollande, soit l'équipe japonaise. Avec moi aujourd'hui Ismaël. Salut Mehdi. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match-là du Maroc contre Haïti ? Sur le début du match, les 35 premières minutes, pas très rassurant. Ensuite, j'ai cette impression que peut-être ce match n'est pas représentatif du niveau global de l'équipe nationale. Maintenant, comme il a dit, en fait, j'ai vu juste avant, j'ai vu la déclaration de Bilal El Khannous. Il a dit que ils ont un peu sous-estimé cette équipe haïtienne. Ah bon, il a dit ça comme ça? De cette façon à peu près. C'est pas les mots exacts, mais c'est de cette façon. Et il a dit que sur les 30 premières minutes, ils n'ont pas été assez sérieux sur les duels, sur les deuxièmes ballons. Et c'est ce qu'ils ont travaillé en deuxième mi-temps. Ils ont essayé d'agresser cette équipe haïtienne et de mettre le pied sur le ballon. Et ce qu'on avait en deuxième mi-temps, l'équipe haïtienne n'a eu quasiment aucune occasion à part une frappe en fin de match. Mais j'ai envie de dire, c'est pas très intelligent de la part des joueurs de sous-estimer une équipe dans un match de Coupe du Monde. Ça reste quand même une Coupe du Monde. Comment peut-on sous-estimer une petite équipe ? Il n'y a pas de petite équipe dans une Coupe du Monde. Tout le monde se donne à fond, les joueurs jouent vraiment à fond leur match. C'est le match d'une vie, un match de Coupe du Monde. Comment peut-on sous-estimer une équipe comme ça ? En fait, je ne sais pas si c'est sous-estimé ou la jouer facile. Je pense qu'ils l'ont joué facile. Ça veut dire qu'ils sont arrivés en mode on va jouer notre football sans forcer, sans aller forcément sur les duels. Logiquement, par peur peut-être de blessure, d'aller sur les contacts face à une équipe haïtienne qui est déjà éliminée, qui a rien à perdre, qui est là juste, qui a tout à gagner sur ce match, de montrer, de laisser une belle image avant de quitter la compétition. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Moi, j'ai envie de dire, l'action qui a vraiment démontré que les joueurs avaient peut-être peur d'une blessure, c'est celle du deuxième but de l'équipe haïtienne. Là où Brahim Diaz était un peu passif sur la perte de balle. Il aurait pu être un peu plus dans le duel pour prendre ce ballon, lui et Saibari. Mais il a été passif. Le ballon a été rendu à Isidore, je crois, qui a claqué un bon basso en pleine lucarne sur le genou. Et là, j'ai eu l'impression que Brahim Diaz a voulu éviter le duel. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Brahim, là où il met même pas le pied, ça veut dire limite il a peur pour son pied. Et j'ai trouvé que Brahim sur ce match, c'est la phase la plus limpide ou claire, mais il y a eu plusieurs phases où il va pas au contact sur ce match en tout cas. Il y a peut-être cette peur de se blesser justement, sachant qu'il y a un 16e de finale qui était quasi assuré, voire assuré, vu le score de l'équipe du Brésil contre l'Écosse. Et ils ont voulu la jouer safe, les joueurs. C'est possible. Maintenant, le côté rassurant de ce match, c'est que la dernière fois, si tu te rappelles Mehdi, on avait, avec Sad, dans le débrief d'après-match du Maroc contre le Brésil, il avait émis des inquiétudes sur le fait que le Maroc n'a pas cette capacité à revenir dans le match une fois qu'elle est menée. Certes, c'est qu'une équipe de Haïti, mais au moins ce que j'ai aimé côté marocain, c'est qu'il n'y a pas eu à chaque fois qu'on a été mené, il n'y a pas eu de précipitation, d'inquiétude sur leur visage ou dans la façon de jouer. On l'a joué serein, on est revenu tranquillement, et honnêtement, même s'il y a eu que 2 buts de différence, on les a quand même gérés. J'ai eu un peu cette même impression. Après, je reste quand même sur la réserve parce que le match était sans enjeu. S'il y avait un enjeu ou un match à élimination directe, est-ce qu'on aurait eu la même réaction ? Là, je sais pas trop, à voir. Maintenant, dans tous les cas, comme je t'ai dit, le seul bénéfice de cette histoire, c'est que ça a été une sorte de test. Même si on avait moins de pression par rapport à un match à élimination directe, au moins on a été testé du fait d'être mené. Je pense que des fois, dans le football actuel, des fois c'est mieux de passer par ce genre de match que de gérer un match, le gagner 5-0 sans être inquiété et tout. Parce que quand tu as un parcours comme ça où ça va un tout droit, dès que tu as une phase de doute sur un match important, en fait, t'es pas habitué à gérer. Donc je pense que, on va dire, c'est le côté positif du scénario de ce match. Après, je tiens quand même à soulever
La bonne performance, même voire très bonne performance de l'équipe haïtienne, franchement je dis bravo. Ils ont été joueurs, ils n'ont pas parqué le bus derrière, ils ont pris des risques. Après j'ai envie de dire c'était un match sans enjeu pour eux. Ils savent déjà qu'ils sont éliminés. Peut-être le dernier match de Coupe du Monde avant longtemps pour eux, donc ils ont voulu se faire plaisir, ils ont voulu faire plaisir à leurs spectateurs. Et c'est cool de leur part d'avoir délivré une performance comme ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouvais surtout, comme je t'ai dit, leurs 30 premières minutes intéressantes. On voyait que l'équipe marocaine, techniquement, était supérieure, mais ils ont mis de l'intensité, ils sont engagés sur les duels, et en fait, ils ont provoqué leur chance, ce qui a créé les 2 buts. On voit que sur le premier but, il y a eu beaucoup de chance quand même, une erreur un peu, je trouve, Du gardien. Oui, l'arrière gauche qui se laisse déborder Anas Salahdine et Bounou il nous a pas habitués à faire des erreurs, mais là il fait une erreur. D'ailleurs, je pense que ça a compté un CSC pour Bounou. Oui, exactement. Et en parlant de ça, d'erreurs, commençons un peu sur cette analyse de ce match-là par les côtés moins bons, les joueurs qui ont déçu. Je dirais Bono, puisqu'on en parle. Je sais pas, j'ai trouvé un peu passif lui aussi, il nous a habitués à mieux. Et notamment, on a vu sur cette erreur-là qui a amené ce but. Et même, j'ai envie de dire, sur les matchs précédents, où dans ses dégagements, on sent qu'il est imprécis. Et moi, Bono, je m'attendais à mieux de sa part. Il y a Anas Salahdine qui a remplacé Mazraoui. Et là, on a direct vu la différence de niveau entre Mazraoui et Salahdine. Pas trop aimé ce joueur-là. El Kaabi que j'ai trouvé catastrophique. Alors pour te dire simple, le Maroc jouait à 10. Avec un El Kaabi, surtout en première mi-temps, aucune plus-value. Ni placement, ni appel, tout le temps en hors-jeu. Il rate ses passes. Vraiment pas aimé du tout, et on a vu directement l'impact qu'a amené Rahimi quand il est rentré. J'ai pas aimé Diaz non plus. J'ai l'impression qu'il prend des décisions beaucoup trop tard dans sa tête, ou quand il prend des décisions, c'est des mauvaises décisions. Pas très emballé par le match de Hakimi. Certes, il a marqué, il a délivré une passe, mais il a perdu plus de ballons sur ce match-là que lors de son entière saison avec le PSG. J'ai envie de parler aussi des côtés positifs pour ma part. J'ai adoré Bilal El Khanous depuis le début de ce tournoi. J'ai trouvé vraiment très bon, très disponible, très créatif, imprévisible pour l'adversaire. J'ai bien aimé Chadi Riyad aussi et Amrabat. Moi j'ai envie de dire, il a délivré une performance assez régulière. Depuis le début de cette saison, même avec le Betis Séville, il est resté sur cette lancée-là. Mais quand même, sur ce que j'ai vu, j'aurais préféré un Bouhaddi, par exemple, qui a été beaucoup plus impactant sur les matchs précédents. Voilà pour ma part sur ce match-là. Je reste un peu quand même sur ma faim, vu que c'est juste, entre guillemets, Haïti en face. J'aurais aimé une meilleure performance globale entre les joueurs, entre l'équipe, une meilleure synergie. Mais on a cette impression que l'équipe marocaine, contre les équipes qui sont, on va dire, moins favorites ou inférieures à elle, se retrouve un peu toujours dans le dur. On a vu ça même dans la dernière CAN. Donc voilà, et limite, je me dis que si on joue un Hollande, un Pays-Bas au 16e, c'est peut-être mieux qu'un Japon parce qu'on va se motiver un peu plus. Et généralement, l'équipe marocaine délivre de meilleures prestations contre les grandes équipes. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Ismail, sur ce match-là? Tes tops, tes flops? Sur les joueurs que tu as cités, je suis quasiment d'accord avec toi. Moi, déjà, je vais commencer par El Kaabi. El Kaabi, déjà, le début de match, j'ai pas compris son placement, où il faisait des appels sur le côté. Un joueur qui a si peu de qualité technique et qui est très lent quand même, qui a pas beaucoup de vitesse. Il demandait beaucoup de profondeur, moi aussi, j'ai pas compris ça. Oui, c'est pas son style je de sais jeu. pas qu'est-ce qu'il va t'apporter dans ce sens-là. Maintenant, dans tous les cas, on a vu un replacement tactique au fur et à mesure du match et je trouve qu'il a eu peu d'apport. En fait, le problème, moi, El Kaabi, je vais pas te mentir, c'est un joueur que j'apprécie pas beaucoup. Parce que pour moi, un attaquant, c'est... Surtout dans une Coupe du Monde, quand c'est pas un attaquant qui est une star du football, c'est un gars qui doit avoir des qualités. Ça veut dire il doit être vicieux ou méchant. En fait, El Kaabi, moi, comme j'ai dit, ce joueur, c'est un joueur que j'apprécie pas forcément.
J'aurais préféré, moi, à la place du coach, j'aurais emmené un Nessiri qui peut apporter autre chose à sa place. Oui. Et en tout cas, on a vu son match. En fait, El Kabi, il manque de vice. Ouais, Il manque de méchanceté devant le but, de méchanceté face aux défenseurs, aux gardiens, face à l'adversaire. Et j'ai l'impression que c'est plus un poids pour l'équipe que quelqu'un qui va apporter quelque chose. Et on a vu, comme tu as dit, l'entrée de Raimi, qui a eu que 20 minutes. Durant ces 20 minutes où il est entré, il a transformé le match. Il a été plus impactant que les 80 Il a direct pesé. Et première action, il met un but, méchant devant le but. Deuxième action, il va se bagarrer avec le défenseur, il te la cherche à la limite de la sortie. Il a la lucidité de mettre la passe à Gessim, lui offrir son premier but en Coupe du Monde pour son premier match. Donc on voit la différence, elle est claire, elle est limpide, il n'y a pas de doute dessus. Donc, et typiquement, moi, juste pour rebondir sur la partie vice que tu disais, je pense que si El Kaabi a été sur la même situation qui a amené le 4e but là, que Raimi, il n'aurait pas cherché à prendre ce ballon-là qui est limite sorti de la ligne. Alors qu'un Raimi, on a vu derrière, il s'est battu jusqu'au bout, il a eu ce vice-là de chipper le ballon de la ligne pour la donner à Gessim qui marque son 4e but. Exactement, Mehdi, exactement. En fait, en fait, cette action, c'est l'action que un entraîneur doit voir pour capter la différence entre les deux profils. Et quel profil est plus utile dans des matchs de Coupe du Monde où t'as pas le droit de... Déjà, on le sait, on a un problème devant, on rate beaucoup d'occasions. Et donc, si tu rajoutes un El Kaabi avec des gars qui ratent déjà, on va pas s'en sortir. Et en tout cas, on l'a vu comme j'ai dit. Si tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'allais dire mention spéciale à Placide, le gardien haïtien, qui a fait pas mal d'arrêts quand même, en parlant de Il a fait pas mal d'arrêts, oui. On a raté pas mal de buts, là. Oui, non, il a fait son match, le gardien. Maintenant, pour continuer sur les flops, je te rejoins sur Anas Salahdine. Et j'ai trouvé aujourd'hui, il a montré qu'il y avait un monde d'écart entre lui et Mazraoui. Je l'ai trouvé lui aussi trop gentil sur ses interventions. Même s'il s'est réglé quand même en deuxième mi-temps, il a apporté un peu plus d'impact, il a été plus dur sur l'homme, mais ça reste quand même assez moyen par rapport à ce que peut t'apporter un Mazraoui. Maintenant, aussi là où j'ai pas trouvé Anas Salahdine rassurant, c'est l'apport offensif. J'ai trouvé qu'il avait zéro apport. Et il n'a pas aidé, par exemple, un Khenous qui était très très en jambes, il lui a pas apporté ce soutien qui lui manquait. En tout cas, bon, Salahdine, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que voilà, ça reste une bonne, on va dire même pas une solution de remplacement sans plus. Voilà. Bounou, je sais pas s'il a joué le match facile ou il a manqué de discernement. En tout cas, je l'ai pas trouvé très rassurant aujourd'hui. Maintenant, ça reste Bounou, c'est juste un passage à vide. Et d'ailleurs, sur le dernier coup franc là, haïtien, où ils sortent quand même une très grosse frappe, là, il nous a rappelé le grand gardien qu'il était. Il a eu la main ferme, heureusement. Ouais, parce voilà, la main ferme alors qu'il a rien eu à faire en deuxième mi-temps, il nous a quand même rassuré. Il nous a dit voilà. Et je te rejoins aussi sur le jeu de jambes Anelson. Sur le jeu de pied de Bounou. Je trouve que Bounou, son jeu de pied, il est irrégulier. En fait, Bounou, c'est pas un gardien qui est tout le temps bon au pied. Des fois, il a des bonnes relances, mais avec lui, on sait jamais. C'est pas un gardien où on sait que son jeu de pied, c'est forcément sa qualité. Maintenant, par rapport à certains gardiens que j'ai vus dans cette Coupe du Monde, il reste rassurant au pied quand même. Et hier, j'ai vu le gardien du Portugal. Et il est catastrophique au pied. Pour une équipe comme le Portugal qui veut mettre le pied sur le ballon, c'est pas forcément le type de gardien qu'il leur faut. Donc pour la moyenne des gardiens, bon, c'est pas un Neuer au pied, c'est pas un Ter Stegen, c'est pas un Alisson ou un Ederson, mais ça reste quand même un bon gardien au pied, Bounou, sans plus. Maintenant, sur les flops, j'ai aussi... En fait, lui, c'est pas un flop, c'est un point d'interrogation. Là où le problème n'est pas réglé, c'est le remplaçant de Issa Diop, Al-Hal. Lui, en fait, aujourd'hui, j'ai pas eu de certitude sur son niveau. Je sais pas ce qu'il vaut exactement. Il fait quelques interventions. Des fois, il fait des erreurs un peu bêtes. Donc, en fait, je sais pas s'il est forcément meilleur que Issa Diop. Et par rapport, c'est pas l'impression qu'il donne. Non, qui me donne, moi, en tout cas, c'est pas l'impression qu'il me donne. Qu'il soit meilleur que Issa Diop.
Ouais, moi aussi j'ai cette impression. J'ai pas l'impression qu'il est plus rassurant que Diop. Maintenant, pour un point de vue tactique, en fait, pour moi, sur un match pareil, et ça reste que mon avis, mettre Nail El Ainaoui avec Amrabat ensemble, je trouve que c'est un peu bête, c'est du gâchis. Parce que tu as une équipe que tu vas forcément dominer. C'est pas forcément une bonne idée de jouer avec deux gars défensifs, de profil défensif comme ça. Fallait faire un choix. Peut-être Nail El Ainaoui assez fatigué, qui a été très poussé sur les deux premiers matchs où il a beaucoup donné, il a pris beaucoup de coups et tout. Peut-être jouer avec Amrabat tout seul en sentinelle et lui mettre deux milieux devant lui. Peut-être donner un match entier ou 70 minutes à Samir El Mourabit, voir ce qu'il vaut vraiment et mettre avec lui Sebari devant lui, tu vois. Et en tout cas, parce que j'ai trouvé les deux rassurants, que ce soit Neil ou surtout Amrabat qui a... En fait, Amrabat, j'ai l'impression qu'il est rassurant parce il fait beaucoup d'interceptions, mais est-ce qu'il convient au style de jeu? C'est ça où je me pose des questions. J'ai l'impression qu'il convient pas forcément au style de jeu. Ouais, pour rebondir sur ça, moi je sais pas, j'y avais pensé aussi. Après, je me dis, est-ce que heureusement qu'il l'a pas fait, puisqu'on a vu une équipe haïtienne joueuse, et notamment notre milieu aujourd'hui n'était pas très serein. Donc je sais pas. Après, il y a aussi le côté condition physique. Il a pas mis de Boadi, je crois, parce qu'il a pas mal joué avec l'équipe de Lille cette saison. Donc peut-être le cumul de fatigue, des choses comme ça. Alors qu'un Nail El Ainaoui, quand il est revenu de la CAN, il a pas beaucoup joué avec l'AS Roma. Donc voilà, peut-être qu'il était plus frais physiquement et qu'il s'est dit, bon, jouons la sécurité, mettons deux profils défensifs au milieu pour jouer la sécurité. Donc je sais pas. Ouais, pour couvrir les non-replis. C'est possible aussi, oui. En tout cas, voilà pour mes flops. Je sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Pour les tops, moi j'ai bien aimé, on va commencer gentiment, Sebari. J'ai aimé Sebari dans ses propositions et dans sa prise de risque. C'était le seul à tenter même des tirs où des fois il peut décaler ou quoi. Pourquoi pas? Parce que c'était ça aussi deux fois notre problème, c'est de vouloir rentrer absolument avec le ballon et de faciliter la dernière passe. Là, il y a eu une prise de risque de Sebari. Maintenant, Sebari, il a quand même été très maladroit. Il y a un ballon où normalement ça se rate pas, il le met au-dessus. Ouais, j'ai l'impression que Sebari, il te met les buts difficiles et il te rate les faciles. Ben oui, le plat du pied là qu'il met sur le but, c'est digne des grands, hein. C'est digne de Ronaldo à son prime ou Messi, les buts qu'il met. Donc il met quand même un beau but. Je l'ai trouvé intéressant. En fait, c'est Barry, là où tu le mets, il va être intéressant. Je l'ai trouvé quand même intéressant dans ses placements, dans ses déplacements sans ballon, dans ses propositions. Je l'ai trouvé très généreux, c'est Barry. Maintenant, à lui de confirmer, d'essayer quand même d'être un peu encore plus... Parce que j'ai l'impression que c'est le gars qui va avoir le plus de ballons de but dans cette Coupe du Monde. Et à lui d'être un peu plus méchant quand même devant le but. Dans les tops, j'ai aussi Bilal Khanous. Quel match. Oui. C'est dommage, c'est vraiment un gars qui doit travailler ça... Être des fois lui-même à la finition. Je pense que ça va l'aider encore plus. Mais je l'ai trouvé lui aussi, comme j'ai dit, très généreux, très inspiré dans ses choix. Très peu d'erreurs techniques, très peu de déchets. Il était très disponible un peu partout. Oui. Et par rapport au début de match, sur le début de match, c'était le seul bon gars du début de match. Tu voyais qu'il était au-dessus des autres joueurs. Maintenant, pour Brahim, je le mets en... Brahim, j'ai l'impression que il a joué ce match de ce qu'on a dit. Il a joué ce match avec des réserves, sans vouloir forcément forcer son jeu ou essayer de briller ou d'exceller. Il a joué facile. C'est peut-être ce qui a fait que son match est assez moyen. Et là où je te rejoins pas, moi, Mehdi, c'est Hakimi. Toi, tu as aimé Hakimi, tu as aimé son match. Ouais, j'ai aimé son match. En fait, je trouvais c'est la première fois avec le Maroc, parce qu'on en a parlé dans une de nos anciennes vidéos, où je l'ai trouvé proche du Hakimi du PSG. Ça veut dire très offensif. Il a tenté des choses et il a été récompensé. Il met quand même son premier but en Coupe du Monde. Il met une passe décisive, une très belle passe décisive à Sebari. Peut-être plus calme en deuxième mi-temps. Il a laissé plus de place aux autres. En tout cas, je trouve ça satisfaisant. Je pense que logiquement, c'est lui qui va finir homme du match. Écoute, moi, Hakimi, je trouve que c'est la moindre des choses qu'il fasse cette passe-là à Sebari parce qu'on connaît sa qualité de passe, qui est exceptionnelle. Il a juste répliqué ce qu'il a fait toute la saison avec le Paris Saint-Germain. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est les pertes de balles. Et c'est aussi côté défensif, sur la première mi-temps surtout, où il s'est laissé passer 3-4 fois facile. Et moi, c'est pas digne de Hakimi.
cette performance-là, je trouve, sur le côté défensif et sur les pertes de balles. Maintenant, oui, c'est vrai que sur ce match-là, ces chiffres sont très bien, un but, une passe, mais bon, je reste quand même sur la réserve avec ce joueur-là, sur ce match-là. Mais je pense que défensivement, on va le mettre sur le côté de ils ont joué facile. C'est pas représentatif de ce qu'il peut apporter défensivement. Et là où peut-être où il nous a rassuré, c'est là où on était plus inquiet pour lui. Ça veut dire son apport offensif en sélection. Là, il a montré parce que je trouve que sur la réaction du Maroc, c'est plus lui et Bilal Erkanous qui ont forcé cette réaction. Et c'est là où les autres ont suivi. Et dans les tops, bien sûr, moi, le dernier à rajouter pour finir, c'est Raimi. Raimi, en fait, j'étais Très bonne là entrée, oui. tout le match. J'étais tout le match à réclamer son entrée. J'étais même pour qu'il rentre direct à la mi-temps parce que El Kaabi, ce qu'il m'a montré El Kaabi sur une mi-temps, c'était suffisant pour voir qu'il allait pas apporter plus. Et son entrée m'a donné raison parce qu'il a eu un impact immédiat. On va pas se répéter, on a dit tout à l'heure ce qu'il a apporté. Et j'espère que Raimi aura sur cette Coupe du Monde plus de temps de jeu et que Monsieur Wahbi va le faire rentrer toujours au bon moment et lui donner sa chance. Il a montré qu'il en était digne. Espérons qu'il aura des chances encore là pendant la Coupe du Monde, sachant qu'on a un match soit contre l'équipe hollandaise, soit contre les Japonais en 16e de finale, sûrement contre l'équipe hollandaise. Un match d'ailleurs oui, on analysera, on fera un avant-match avant ce match qui sera hyper important. Et puis derrière, espérons qu'il y aura la qualification et plus d'occasions pour des Raimi et d'autres joueurs de pouvoir briller. En tout cas, merci Ismaël d'être resté réveillé pour analyser ce match-là. On sort quand même avec la victoire, on sort avec les 7 points. Deuxième du groupe, mais c'est pas plus mal. Moi perso, si on joue contre les Pays-Bas, ça me va, plutôt que le Japon. Mais bon, c'est un autre sujet, on rediscutera de ça le moment venu. Quand les affiches tomberont. Yes, exactement. Ok. Merci à toi, Mehdi. Merci les amis de nous avoir écoutés. On s'abonne. Passez une bonne soirée. Salut. Salut, ciao, ciao.